Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la présentation de la deuxième étape du Tour de France. Je précise que j'enregistre alors que l'étape 1 est en cours, tout simplement pour des questions d'organisation. Je pense que ça va être un peu le cas sur ce Tour de France, parce qu'au final, les vidéos Tour de France sont longues, à enregistrer, tout simplement. C'est 40 minutes à peu près d'enregistrement. Et derrière, il faut faire le montage. Alors le montage est rapide, mais il y a l'encodage. Et l'encodage, ça prend du temps, plus la mise en ligne. Donc voilà, en ce moment, j'essaie de me dégager un petit peu de temps. Donc essayer de tout optimiser au maximum. Donc c'est pour ça que j'enregistre en amont. Forcément, comme j'enregistre en amont, si un coureur tombe, parfois je suis un petit peu dans la panade du côté de mes favoris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications sur les miniatures. Ça permet de mettre en avant les vidéos un petit peu plus du côté de YouTube. Et puis pour cela, le plus simple, c'est d'activer la petite cloche. N'hésitez pas à vérifier si vous êtes bien abonné également du côté de YouTube, qui fait parfois des petites feintes. Et si vous avez la petite cloche, d'activer. Parce que des fois on croit qu'on a la petite cloche d'activer ou qu'on est abonné, et puis YouTube vous désabonne, et vous ne savez pas pourquoi. Étape numéro 2, arrivée du côté de Boulogne, en partant du sud de l'île, de Levain-Planck, précisément, une journée qui va être spectaculaire. Déjà sur le papier, et on savait qu'elle allait être spectaculaire, mais encore plus avec désormais les conditions climatiques qui vont renforcer la difficulté de cette étape. On va retrouver l'océan, parce que pendant 3/4 de la course, en fait, on va faire un parcours qui va aller plein ouest. Et ensuite, sur les 40-50 derniers kilomètres, on va longer, alors pas toujours complètement le bord de mer, mais on sera jamais très loin de la mer, on sera jamais plus de 10-15 km de la mer. Ce qui veut dire 3 problèmes quand on est le long de la mer. Premièrement, le vent, parce que le vent vient toujours de la mer, donc ça veut dire que quand vous longez la mer, le vent est forcément de côté, et le vent peut être plus fort que ce qui est prévu par les estimations météo. Il peut parfois y avoir, c'est plutôt à la hausse au niveau du vent. Ça, c'est déjà le premier paramètre. Deuxième paramètre, qui dit vent, qui dit bord de mer, dit aménagement routier, tout simplement. Et parce qu'on passe souvent par des stations balnéaires, et qui dit station balnéaire, dit aménagement routier. Pourquoi? Pour ralentir les automobilistes avec les gens qui sont sur le bord de la route au niveau de la plage. Sauf que forcément, ça crée des difficultés pour les coureurs cyclistes, et la potentialité de chute est renforcée dans ce genre de situation. Et puis qui dit bord de mer au niveau de cette région-là, au niveau de la côte d'Opale, eh bien dit pas mal de petites bosses. Et sur la fin de parcours, on va avoir pas mal de petites difficultés à se mettre sous la dent. Finale assez technique d'un point de vue physique. On a pas mal de bosses, ça c'est clair et net, mais d'un point de vue également technique sur le vélo. Tout simplement parce qu'on va avoir des descentes rapides avec pas mal de villes, pas mal de zones urbaines à traverser. Et là, il va falloir faire véritablement très attention. On peut avoir une petite déception du côté de cette étape, qui est très bien, qui est intéressante, c'est le kilométrage. Certes, c'est l'étape la plus longue du Tour de France, mais elle ne fait que 209 km. On aurait aimé, sur cette journée, 235-240 km. Pourquoi j'aurais aimé 235 ou 240 km? Parce que cette dernière partie de course aurait été encore plus dure. Parce qu'on aurait franchi les premières difficultés après 210-215 km de course. Et on sait que dans ce genre de situation, le corps ne réagit pas du tout de la même manière que quand ça arrive au bout de 140 km de course. Et ça aurait engendré de la difficulté supplémentaire. Et peut-être qu'on aurait pu anticiper de loin un peu plus facilement dans ce genre de situation. Il faudra vraiment faire attention. Il y a un point clé du côté de cette étape pour moi, faire attention à la descente entre Outreau et Boulogne, la zone d'arrivée
qui va être très rapide et où on a pas mal d'aménagements routiers. Donc là, il va falloir faire extrêmement attention sur la toute fin de parcours. On y reviendra un petit peu plus en détail quand on étudiera le parcours précisément. Dénivelé positif de cette étape, 2164 mètres. C'est la 11e étape dans le classement. C'est considéré comme l'étape vallonnée la plus simple. Voilà, au niveau, donc ça doit être un coefficient 3, je crois, au niveau des réglages de coefficient. Au niveau du classement de la montagne, on aura 6 points à récupérer. Et au niveau du maillot vert, ça sera 50 points en tout, c'est-à-dire 20 au sprint intermédiaire et 30 à l'arrivée. Et oui, pas plus que 30 points à l'arrivée, si je ne me suis pas trompé du côté du classement de cette journée. Mais oui, ça sera pas vraiment énorme en termes de points du côté de cette étape. Non, j'ai dit une bêtise, 70 points. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait que j'avais dit une bêtise. 70 points, il y a 50 points à l'arrivée, plus 20 points au sprint intermédiaire. J'avais bien une erreur, ça me semblait bizarre, hein, seulement 50 points. Non, ça sera 70 points à marquer sur cette étape, donc c'est-à-dire autant que lors de la première journée au niveau du maillot vert, ce qui favorise forcément un petit peu Tadej Pogačar. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Cette deuxième étape dans le nord de la France. On part donc de Levain-Planck. Levain-Planck, c'est tout à côté de Douai. C'est, on va dire, à une vingtaine de kilomètres au sud de Lille, pour vous placer sur une carte pour aller du côté de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, c'est en bord de mer. C'est presque là où, du côté du nord de la France, vous voyez, ça fait un petit virage, un petit peu au-dessus de Boulogne-sur-Mer. Bah, c'est juste en dessous du petit virage, voilà, au niveau d'une carte de France. Parce qu'ensuite, vous avez un petit virage qui vous emmène à Calais, puis Dunkerque derrière. Donc, Levain-Planck vers Boulogne-sur-Mer, 209 km au programme, avec 4 côtes, 2 de 3e catégorie, 2 de 4e catégorie, une arrivée en bosse également du côté de Boulogne-sur-Mer. On commence avec un début d'étape, on va aller encore une fois plein ouest vers la mer. On passera notamment par Arras du côté des grandes villes, Frévillers, Saint-Paul-sur-Ternoise. On aura la première côte du jour, la côte de Cavron-Saint-Martin, 1 km 2 à 5% de moyenne. Voilà, c'est une petite côte de 4e catégorie, ça dure environ 600 mètres. C'était pour mettre une petite côte au programme. C'est pas la côte la plus dure du siècle. On redescend vers Uquillier, Aix en Issard et on arrive à Montreuil-sur-Mer. À partir de Montreuil-sur-Mer, là on commence à voir un petit peu plus la mer. Mais on est encore assez loin du bord de mer. Enfin assez loin, on est encore à une bonne vingtaine de kilomètres du bord de mer à ce moment-là. Du côté de Montreuil-sur-Mer, on passe au sprint intermédiaire à Enoch. Je pense que ça se prononce comme cela, où ça sera le sprint intermédiaire au kilomètre 154, pardon. Et à partir de étape, c'est là où les difficultés vont s'enchaîner et c'est là où on va être en fait très proche de la mer à partir de étape, avec pas mal de petites bosses au programme. On va quitter étape, on va aller à Neuchâtel-Ardelot où on récupérera la côte du Haut-Pichot. Côte très compliquée, là, aux côtes du Haut-Pichot, au kilomètre 179. On sera donc au kilomètre 179 à 30 km de l'arrivée. Donc on sera assez proche du final, la côte du Haut-Pichot. On la regarde tout de suite. C'est un petit mur. Alors c'est très court, encore une fois, 1 km 100. Mais c'est vraiment un petit mur. Un peu trop loin, par contre, de l'arrivée. Donc là, on n'aura pas forcément des attaques. Mais certains sprinteurs ne vont pas aimer la côte du Haut-Pichot et n'auront plus d'espoir à ce moment-là. On passera à Samer et puis ensuite on aura l'enchaînement dans les 10 derniers kilomètres de 3 difficultés, l'arrivée finale et surtout 2 bosses. La première à l'entrée de Saint-Étienne au Mont, 1 km 1 à 9,4%. Passage à 11 ou 12% dans cette difficulté de la côte de Saint-Étienne au Mont.
Voilà, descente rapide, très rapide du côté de la descente de Saint-Étienne-au-Mont. C'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment pas de transition entre côte de Saint-Étienne-au-Mont et la côte d'Outreau. Ça va s'enchaîner en 3-4 minutes, cette affaire-là, entre le pied de la côte de Saint-Étienne-au-Mont et le début de la côte d'Outreau. La côte de Outreau, Outreau connue bien entendu pour son affaire judiciaire au début des années 2000. Et la côte d'Outreau, c'est 800 mètres à 8% de moyenne. Et là, vous voyez, il y a un passage à 11 dans cette zone-là. Donc il faudra faire très attention du côté de la côte d'Outreau parce que ça va faire mal. Et donc après la côte d'Outreau, grande descente rapide qui va nous emmener dans Boulogne-sur-Mer où là on aura une dernière difficulté dans le dernier kilomètre et demi. Vous voyez cette petite bosse là, on va vous la montrer plus en détail ici. Voilà ce final. Donc vous voyez, là c'est la descente de la bosse de Outreau, on est à 4 km de l'arrivée, entre 3 et 1 c'est plat, et au niveau de la flamme rouge c'est un grappe, alors c'est pas des gros pourcentages, ça doit être 4-5%, mais quand même pendant 1 km jusqu'à l'arrivée dans Boulogne. On regarde tout de suite les difficultés techniques du côté de cette étape. Du côté du final, hein, vous voyez, on est sur le plan de l'arrivée du côté de Boulogne-sur-Mer, et comme je vous disais, côte d'Outreau, et ensuite entre 4 km de l'arrivée et 2 à peu près, enchaînement de difficultés, mais vous voyez hein, le nombre de panneaux attention que l'on va avoir sur le parcours, et je rappelle que là on est en descente, il faut le prendre en compte. 2 ralentisseurs dont un en forte descente ici, donc il va falloir faire très attention à ce moment-là, ça peut être très dangereux à ce moment-là. On aura également un terre-plein central ici, hein, donc là ça va aller vite avec ce terre-plein central. On continuera ensuite avec un rond-point que l'on va pouvoir passer des deux côtés, mais sur une rue qui n'est pas extrêmement large, donc ça il faut le prendre en compte. Et ensuite 2 rétrécissements ici pour longer cette petite rivière, et là pour prendre le pont, et puis on aura un rond-point ici qu'il faudra prendre forcément par la gauche et qui s'enchaînera avec ce rétrécissement et un terre-plein central où on passera des deux côtés. Ensuite il y aura un autre terre-plein central ici où on ne pourra passer qu'à droite, et on arrivera dans la dernière ligne droite avec cette bosse. Dans un premier temps elle est rectiligne, puis il y aura une chicane. C'est la même arrivée que l'étape que j'ai vue qui servira de base à la partie histoire de ce Tour de France. Donc c'est la même arrivée. Donc la chicane ici se prend vraiment bien. Je crois qu'ils ont juste décalé de quelques mètres l'arrivée. Donc il y aura ce virage là. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire l'arrivée un petit peu avant pour éviter cette courbe qui voilà, va peut-être provoquer du danger, ou au moins faire que si vous prenez cette courbe là à l'intérieur, vous risquez quand même très franchement de bien sécuriser la course, et par l'extérieur ça sera beaucoup plus difficile de gagner du côté de cette arrivée à Boulogne-sur-Mer. On regarde un petit peu la carte en détail, on y reviendra dessus quand on parlera de la météo, mais vous voyez, donc on part, l'île est ici, donc on part du sud de l'île avec Douai. On aura donc Reims ici, avec voilà un petit peu de monde, et puis à partir de Montreuil ça doit être ici, voilà, il y a un peu plus de densité de population parce qu'on est sur le bord du mer, hein, le Touquet, étape le Touquet, ça se touche, Neuchâtel-Ardelot jusqu'à Boulogne. Voilà, il y aura pas mal d'animation dans cette zone là du parcours, et à partir de là ça va être dangereux avec, vous voyez, le bord de mer qui n'est jamais extrêmement loin du côté du parcours. On passe tout de suite à la rubrique tourisme dans un premier temps, et on va commencer du côté de Douai. Alors je m'excuse, hier j'ai fait une petite erreur au niveau des photos qui correspondaient au musée des Beaux-Arts de Lille. C'était au final le musée je crois de Roubaix. Il y avait un petit souci au niveau des photos, mais il faut savoir que le site du Tour de France ne met pas de légende aux photos. J'essaye moi de les retrouver, donc parfois je prends des photos de Google, hein, tout simplement, je regarde sur Google. Des fois j'essaye de récupérer la photo du Tour de France et de la comparer avec Google. Là c'était ressemblant, donc voilà, je m'excuse
d'avoir fait cette erreur. Du côté de Douai, on commence avec le beffroi de Douai. Ce beffroi, habituel encore une fois dans les villes du Nord, on en a de nombreux. Construit en 1380, terminé en 1410, style gothique. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Et vous avez un carillon de 62 cloches dessinées par Victor Hugo lui-même en 1837, du côté donc de la particularité de ce beffroi de Douai. Oui, on parle beaucoup de Douai parce qu'en fait le vin Planck est vraiment accolé à Douai. Il y a très peu de kilométrage entre ces deux communes. On poursuit également du côté de Douai avec le musée de la Chartreuse, style Renaissance flamande, construit en 1559. Le musée a été ouvert en 1951. À l'intérieur, on peut retrouver des œuvres de Rubens, de Renoir, de Rodin, notamment du côté de ce musée de la Chartreuse. Donc voilà, avec ce musée et pas mal de collections à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez voir pas mal de belles œuvres. Et en ce moment, il y a des expositions en cours. Le pendule de Foucault, voilà, qui est une installation temporaire, voilà, que vous pouvez retrouver du côté de ce musée de la Chartreuse. Voilà, si vous faites un tour à Douai, faites attention, il sera fermé demain et après-demain parce qu'il y a des festivités du côté de Douai et aussi le Tour de France, bien entendu. On termine avec un dernier lieu très intéressant. Eh bien, c'est le site minier, le site historique minier de Levarde, qui est installé sur la fosse de Loie. Je pense que ça se prononce de cette manière. C'est le plus grand musée de la mine en France. Il faut savoir que le territoire du Nord, Lens par exemple, toutes ces villes du Nord, et notamment autour de la région de Lens, parce que Douai, c'est pas très loin de Lens. Bien entendu, on en parle assez régulièrement. À la Trouée d'Arenberg également, vous avez aussi un site minier. Voilà, on avait énormément de mines. On avait également les terrils dans cette région, ces fameuses montagnes noires très symboliques de cette région autour de Lens également. Donc voilà, ça permet de comprendre comment c'était les mines à l'époque. Et vous pouvez même visiter et descendre dans la mine. Alors moi je l'ai fait de descendre dans une mine, c'était pas cette mine de Lewarde, c'était du côté de la Machine dans la Nièvre, parce que c'est pas très loin de chez moi, c'est quand même à 1h30 de chez moi, mais c'est très intéressant et très spectaculaire, surtout si vous le faites un jour de canicule. Parce que en fait il y a un petit choc de température, voilà, quand vous rentrez dans cette mine, c'est-à-dire qu'il fait très chaud à l'extérieur et un peu plus frais, même un peu plus frais dedans. Alors pas à l'époque où les mecs travaillaient dans les mines, mais maintenant il y a beaucoup moins d'activités. Voilà, il n'y a plus d'activités dans les mines, elles sont là surtout pour la visite, donc il y a un vrai choc de température quand vous rentrez dans les mines. Comme dans une grotte, c'est assez particulier. Voilà, du côté de ce centre minier Levarde. On poursuit du côté de la ville, du village même de Plouvin. Pourquoi on parle du village de Plouvin du côté de cette vidéo? Vous allez me dire, Plouvin, c'est un tout petit village, il n'y a pas grand chose à faire à Plouvin, 450 habitants. Eh bien tout simplement, c'est la ville où sont nés le grand-père et l'arrière-grand-père de François Hollande. Voilà, il y a une partie de la famille de François Hollande qui vient de Plouvin, donc qui est proche de cette ville, même si François Hollande n'est pas député de la région, mais voilà, il a un petit peu de famille, enfin il a eu un petit peu de famille du côté de Plouvin, parce que l'arrière-grand-père et le grand-père de François Hollande, depuis quelque temps, je pense qu'ils sont décédés. On passe du côté de Arras. Arras qui a une petite... alors avant Arras, pardon, on va parler d'une autre commune
Je vais un petit peu trop vite en besogne. On va passer à Saint-Laurent-Blangy. Saint-Laurent-Blangy, il y a une particularité du côté de cette commune, c'est que vous avez 4 cimetières militaires. C'est une commune qui a été marquée à la fois par la Première Guerre mondiale et par la Deuxième Guerre mondiale. À l'intérieur, vous avez 4 cimetières militaires britanniques, plus un cimetière allemand. Vous avez 30 000 soldats qui sont dans ces différents cimetières. Il faut savoir que dans la région également du Nord-Pas-de-Calais, enfin du Nord-Pas-de-Calais, vous avez énormément de cimetières également de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, comme on peut en retrouver également du côté de la Belgique, hein, notamment quand on regarde certaines courses du côté de la Belgique, hein, on passe à travers devant ces fameux cimetières importants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est une photo du cimetière allemand, voilà, que vous voyez à l'écran à Saint-Laurent-Blangy. On arrive à Arras, Arras qui est connu à la fois pour son beffroi, que vous voyez, avec le beffroi d'Arras. Construction entre le 15e et le 16e siècle. Il a été détruit et reconstruit à 2 reprises de manière identique. La première fois c'était en 1833 parce qu'il menaçait de s'écrouler, et puis la deuxième fois c'était à la suite des bombardements allemands de la Première Guerre mondiale. Et le 21 octobre 1914, voilà, le beffroi va s'écrouler et on va refaire la reconstruction de la même manière. Et depuis 2005 il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme tous les beffrois du Nord-Pas-de-Calais et de la Somme. Et c'était Arras qui avait piloté le dossier de candidature pour ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a aussi une particularité à Arras. Vous avez 2 grands places. Normalement, dans les communes du Nord, vous avez une grande place. Et là, vous avez 2 grands places. Dont cette place qui s'appelle également la place, c'est la grande place, celle-là je crois que c'est la place des héros, mais vous allez, voilà, 2 grandes places à 2 endroits de la ville. Alors là vous avez 17 000 mètres carrés de pavés, avec 155 façades de maisons de style baroque flamand. La particularité de cette commune, normalement à Lille, par exemple à Béthune, on en a déjà parlé hier, vous avez une grande place. Là, il y a plusieurs grandes places. On poursuit avec le Mont Saint-Éloi, commune particulière, le Mont Saint-Éloi. Vous voyez cette photo, c'est un coureur qui s'appelle François Faber, dont on a parlé hier, et on avait déjà un petit peu parlé du Mont Saint-Éloi hier, qui est mort pour la France en 1915. Au départ, il était de nationalité luxembourgeoise et il s'est engagé dans la Légion étrangère, et il est mort le 9 mai 1915. Particularité, on n'a jamais retrouvé son corps, ce qui fait qu'il a été déclaré mort 3 ans après sa disparition, comme beaucoup de morts de la Première Guerre mondiale dont on n'a pas retrouvé les cadavres, ou qu'on n'a retrouvé qu'une partie des cadavres, ce qui nous a donné le monument aux morts, et surtout la tombe du soldat inconnu, plus que le monument aux morts, c'est la tombe du soldat inconnu du côté des Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe. Voilà, donc vous avez François Faber qui a une stèle qui lui rend hommage dans la commune, et puis vous avez également une abbaye du côté de ce village, et vous avez également des dolmens. Alors ça c'est assez rare du côté du nord de la France, c'est plus habituel en Bretagne, mais vous avez des menhirs, voilà, plus que des dolmens, des menhirs du côté de Mont-Saint-Éloi. On continue avec Saint-Paul-sur-Ternoise, on va surtout la Croix en Ternoise, c'est juste un côté de Saint-Paul-sur-Ternoise, avec ce circuit automobile qui est le long de la nationale. Vous avez une nationale ici, une nationale départementale,
et vous roulez et vous voyez le circuit de loin, un peu comme à Manicourt aussi, où vous êtes sur l'autoroute et vous n'êtes pas très loin. Enfin, vous êtes sur la nationale à cet endroit-là, à Nevers-Manicourt, et vous n'êtes pas très loin du circuit. Et puis il y a également un musée du côté de Saint-Paul sur Ternoise, pardon, un musée d'art et d'histoire Bruno Danvin, voilà, ouvert en 1938, qui était un médecin, Bruno Danvin, mécène, et voilà, qui avait des tableaux, pas mal de tableaux. Il y a également des legs du baron Alphonse de Rothschild, voilà, du côté de ce musée. On poursuit un petit peu notre visite de la région et de cette journée pour aller à Montreuil-sur-Mer. Montreuil-sur-Mer, c'est assez connu, notamment avec sa citadelle du côté de Montreuil-sur-Mer. Une citadelle qui date de 1200 et qui s'est poursuivi la construction jusqu'en 1845 avec pas mal de tours. Voilà. Le site va être achevé vers 1600 par Jean Errard. Ça forme une étoile irrégulière, hein, vous pouvez le voir, de 5 bastions. Et puis au XVIIIe siècle, la citadelle perd de son importance stratégique, hein, c'était important au niveau militaire, mais elle va être renforcée par Vauban. Et vous allez avoir également en 1916 le grand quartier général britannique pour la Première Guerre mondiale qui est basé du côté de Montreuil-sur-Mer. Et à partir de 1924, le site va perdre toute vocation militaire, voilà, du côté de Montreuil-sur-Mer. On arrive juste à côté de Montreuil-sur-Mer, du côté d'Étaples. Étaples qui est un port de plaisance du côté de Étaples. Voilà, on est à côté du Touquet, Paris-Plage, donc port de plaisance. Il y a également pas mal de poissons qui passent par Étaples, avec de la vente de poissons, notamment du côté de Étaples. Donc voilà, si vous faites un tour dans cette commune. On arrive à Neufchâtel-Ardelot, du côté de Neufchâtel-Ardelot, connu bien pour son château Neufchâtel-Ardelot. On est à une vingtaine, trentaine de kilomètres de l'arrivée. Construit jusqu'au XXe siècle, hein, la construction a duré très longtemps, du XIIe au XXe siècle. Donc au départ, il a été bâti par le comte Philippe Urpel de Clermont, fils du roi Philippe Auguste. Et puis, la forteresse va voir des troupes françaises, anglaises et bourguignonnes passer à l'intérieur. Marie de Médicis, en 1615, a fait assiéger le château parce qu'il est occupé par des protestants. Et on rappelle qu'à l'époque, voilà, c'était au moment de l'édit de Nantes, les catholiques n'aimaient pas trop les protestants. Voilà, hein. Et en France, les protestants, c'était compliqué. Et puis, le château va être mis en vente comme bien national en 1791. Il va être récupéré par des Anglais dans les années 1800. 1860-1890, et ce qui fait que Charles Dickens vient régulièrement à Condette, voilà, dans le château, qui est servi également de tournage d'un film de Roman Polanski. On termine avec également Ardelot connu pour sa plage, connu également pour la côte d'Opale du côté d'Ardelot et toute cette côte d'Opale du côté de Boulogne également, qui doit ce nom à la couleur quand la côte et quand ces falaises sont au soleil. Il n'y a pas qu'à Étretat où on a des falaises également du côté d'Ardelot, et puis quand vous remontez également plus haut vers Boulogne, aussi où vous avez des magnifiques falaises, et puis même au-dessus de Boulogne, bien entendu avec les deux caps du côté de Calais, où c'est absolument magnifique. On termine avec la ville de Boulogne. Pour ça, il faut que je change, hop là, d'onglet. Ça ne va pas marcher, bien entendu, du côté de Boulogne, avec eh bien, le château. Et ça ne va pas vouloir s'afficher, malheureusement. Je m'excuse pour ce petit problème technique dans OBS. Ça ne voulait pas s'afficher, mais on arrive, voilà, du côté de Boulogne.
Et du côté de Boulogne, eh bien, nous avons le château de Boulogne. Alors là, c'est pas le château. Voilà, le château est ici, du côté de Boulogne. Un château qui accueille également, du côté de Boulogne, un musée aussi. Alors le château, il a été construit entre 1227 et 1231. Et le premier, et encore une fois, par ce fameux Philippe Urpel, comme le château d'Ardelot. On va avoir un château qui est le premier château fort sans donjon de l'histoire. Et un pont-levis restitué, on a une chapelle, voilà, pas mal de zones intéressantes. Et c'est devenu un musée en 1888. Voilà. Et le musée, donc on peut retrouver des œuvres de Courbet, et pas Julien Courbet, hein, Gustave Courbet. On a également des œuvres de Rodin, de Georges Mathieu, de Sisley, de Boudin. Voilà, on retrouve également des antiquités égyptiennes, gallo-romaines, des arts d'Océanie et d'Afrique, des faïences, de la peinture bien entendu flamande et italienne, du côté de ce château. Et puis on termine avec la basilique que je vous montrais. La basilique, elle est ici. Basilique, quelle particularité du côté de la basilique? C'est une œuvre de l'abbé Affringue qui a été construite au 19e siècle. Vous avez une vaste crypte qui a été redécouverte donc au 19e siècle et elle contient le reliquaire du 500 offert par Philippe le Bel en 1308. C'est un monument historique depuis 1982. Je rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez également retrouver des informations complémentaires sur le site du Tour de France, dans la rubrique tourisme aussi du site du Tour de France, et vous avez également d'autres lieux touristiques que vous pouvez découvrir sur le site internet d'ASO. On passe tout de suite aux spécialités locales du côté de cette vidéo, de la gastronomie bien entendu. Et on va commencer avec la gaillantine de Douai qui est une petite douceur, une petite sucrerie. C'est un bonbon qui est une spécialité de la ville de Douai qui rend hommage aux géants de la ville qui vont être fêtés notamment ce dimanche et lundi. Les Gaillants, c'est la fête des Gaillants en ce moment du côté de Douai. Et on va avoir un caramel au beurre aromatisé à la chicorée. Voilà, qui va être protégé par une capsule de caramel au lait. Et les gaillantines sont dans un papier bleu. Voilà, ce petit papier bleu, je ne sais pas si on le voit sur la photo, mais vous voyez ce papier bleu qui est caractéristique également de ces gaillantines. Qu'est-ce qu'on a également dans la région? On a les fraises de Samer. Samer, on va y passer dans la journée et il y a même une fête des fraises du côté de Samer. C'est une fête des fraises qui a eu lieu le 8 et le 9 juin dernier. Ce sont des fraises qui ont une particularité. Elles sont excellentes car elles sont en pleine terre. Et comme le sol est assez particulier avec le climat de la région de Boulogne-sur-Mer, eh bien ça fait des fraises avec un goût très particulier. On compte environ 40 producteurs seulement de fraises et la plupart d'entre eux ne vivent pas à temps plein de ces fraises. C'est un complément de revenu. Ce sont des fraises voilà, qui sont assez rares mais qui sont excellentes. Voilà, les fraises de Samer. Et donc la fameuse fête des fraises. Voilà. Il faut savoir que c'est une marque déposée. C'est-à-dire quand vous achetez des fraises de Samer, elles viennent forcément de la zone de Samer. Ce n'est pas des fraises qui ont été achetées, je ne sais pas, dans le sud de la France et qui ont été transportées jusqu'à Samer et on leur met une petite barquette. Non, les fraises de Samer, c'est une marque déposée. Donc vous ne pouvez avoir des fraises de Samer que de la région de Samer. On poursuit avec une autre spécialité locale du côté de Boulogne et la guénée boulonnaise. Alors en fait la guénée boulonnaise c'est une bouillabaisse, voilà tout simplement, mais une bouillabaisse du nord, c'est-à-dire c'est une spécialité avec des poissons, une sorte de soupe de poisson avec des pommes de terre, on peut retrouver également pas mal de légumes
du côté de cette spécialité. Donc voilà, et ça dépend de la saison. C'est un peu comme la bouillabaisse. Selon la saison, vous n'avez pas forcément les mêmes poissons à l'intérieur. Donc c'est un plat voilà, avec des légumes, des oignons, de la crème fraîche. Mais au niveau des poissons, on peut avoir 10 différents poissons selon la période de la saison. Et puis on poursuit également avec le roll mops. On est dans le coin du hareng fumé. En France, hein, parce que le hareng fumé, on en a également dans d'autres régions du monde. Et le roll mops, c'est simple, c'est du hareng mariné pendant au moins 3 jours qu'on va rouler et à l'intérieur duquel on va mettre un oignon, un cornichon vinaigré ou encore de la choucroute à l'intérieur de ce roll mops. Voilà. Donc c'est un truc mariné, voilà, du côté du hareng. Et on va le mariner dans du vinaigre, de la moutarde, parfois un peu de vin blanc, également un peu de sucre également dans cette marinade, dans ce roll mops. Vous avez également l'andouillette du côté de Boulogne. Alors on va reparler du côté d'Arras, pardon. On va reparler d'andouillette également plus tard dans la semaine. Mais voilà, donc l'andouillette d'Arras, cette andouillette d'Arras, hop là, qui est faite à la main. Elle est très ancienne parce qu'elle date du Moyen-Âge. On la retrouve avec de la fraise de veau. Et on a eu parfois des modifications au niveau de la recette, notamment à cause de la crise de la vache folle. Mais on est revenu un petit peu à une fabrication à l'ancienne. Donc normalement l'andouillette d'Arras, c'est de la fraise de porc, de l'échalote, du persil, de la moutarde, qu'on va envelopper dans un menu de bœuf assez résistant. Donc c'est la peau hein, autour de cette andouillette. Donc c'est fondant. Et on peut la cuisiner comme une andouillette, hein, c'est-à-dire avec du vin blanc, avec des échalotes, grillées, bien entendu. Et au mois d'août, on a également une fête de l'andouillette du côté d'Arras. Voilà, donc si vous voulez fêter l'andouillette, ça sera du côté du mois d'août pour cette journée. On passe désormais à la partie histoire du Tour de France après cette partie gastronomie. On va parler du Tour de France 2012 avec l'étape numéro 3, étape qui est arrivée à Boulogne-sur-Mer, quasiment le même final que cette année. Vous allez voir que le chiffre 5 va être important du côté de cette étape, vu qu'on part avec une échappée qui va se former au kilomètre 5, avec 5 coureurs à l'intérieur, et qui aura quasiment 5 minutes d'avance comme écart max. À l'intérieur, on retrouve donc l'instigateur de cette échappée, Ruben Pérez, qui est à l'époque chez Euskaltel. Il est rejoint par Giovanni Bernaudo, le fils de Jean René, qui était du côté d'Europecar. On a également Sébastien Minard, qui était chez AG2R, Andrei Grifko, l'Ukrainien de la Astana, et puis Mikhail Morkov à la Tinkoff à l'époque. Et Mikhail Morkov, c'est là où on le découvre un peu, alors dans un registre qui est très différent de la suite de sa carrière. À l'époque, il est rouleur-baroudeur, Morkov, pas du tout poisson-pilote, et c'est sa 3e échappée d'affilée, ce qui lui permet d'avoir le maillot à pois à ce moment-là. 103 km de l'arrivée, l'écart est de 4 minutes. Dans le peloton, c'est Radio Shack qui roule. Pourquoi? Car on a le maillot jaune à l'intérieur de l'effectif avec Fabian Cancellara, et qui va rouler avec les équipiers de Peter Sagan. Sébastien Minard va passer en tête du sprint intermédiaire, alors que le maillot à pois, Mikhail Morkov, va prendre les points des 4 premiers grimpeurs de la journée. À 65 km de l'arrivée, l'écart est de 4 minutes 50, ce qui commence à être dangereux à la fois pour la victoire d'étape, mais aussi pour le maillot jaune de Fabian Cancellara, car certains coureurs avaient moins de retard que l'écart qu'avait cette échappée. 2 chutes vont marquer la dernière heure de course. La première va provoquer l'abandon de Konstantin Sutsou. À l'époque, il y avait 2 coureurs de Biélorussie du côté de la Sky, Sutsou et Kirienka, 2 Bélarusses. Et on a également José Joaquim Rojas qui lui va tomber dans la 2e chute et qui va également abandonner.
Cette seconde chute qui va provoquer une énorme cassure à l'intérieur de laquelle on aura Philippe Gilbert et Thomas Voeckler. Et Philippe Gilbert ne pourra pas se mêler à la victoire finale. Et Thomas Voeckler va perdre 7 minutes 27 à l'arrivée. À 33 km du final, Marcel Kittel va craquer et l'échappée n'a plus que 2 minutes 10 d'avance. Petaki sera également absent du sprint comme Simon Gerrans qui fait partie des victimes de la chute. Voilà, il fait partie des victimes avec Philippe Gilbert et Thomas Voeckler de la deuxième chute. Grifko, le dernier cours de l'échappée, va être repris à 7 km de l'arrivée et à 5 km 500, c'est Sylvain Chavanel qui décide d'attaquer. Il va prendre un petit peu d'avance, 10-15 secondes, mais il va faire une erreur qui va peut-être lui coûter cher à 1 km 800 de l'arrivée parce qu'il va rater son virage. En fait, c'est un rond-point, il faut prendre la première sortie sur la droite. Il va un peu rater son freinage à ce moment-là. Il va garder la tête, mais forcément, il perd un petit peu d'avance. Et le peloton va trop vite, il sera repris. Alors bon, je pense que même sans cette erreur, il aurait eu du mal à aller au bout de la dernière difficulté du jour, l'arrivée de Boulogne. Derrière, c'est Orica Greenedge qui fait le travail pour Michael Albazini, le Suisse. Mais Peter Sagan est dans sa roue et à 215 mètres de l'arrivée, le Slovaque déborde le Suisse qui ne peut rien faire. Et il s'impose, il va gagner devant Edvald Boasson-Hagen qui part un petit peu tard. Et Dries de Venins, le Belge de la Soudal Quick-Step Cancellara, quant à lui, garde le maillot jaune. Le cycliste du jour, eh bien, c'est Michael Bourguin. Le cycliste du jour, c'est un coureur sur la piste, Michael Bourguin, qui a été champion du monde de la vitesse par équipe à plusieurs reprises, à 4 reprises, voilà, du côté de la vitesse par équipe. Il a eu également des médailles de bronze en vitesse individuelle, mais pas de titre dans sa carrière de champion du monde en individuel. Il a remporté la Coupe du Monde en 2000, Coupe du Monde de la vitesse. Et puis il a également remporté aux Jeux Olympiques 3 médailles, une médaille d'argent du côté de la vitesse par équipe en 2008, une médaille de bronze en 2004 et une médaille de bronze de la vitesse individuelle également en 2008. Et du côté de Michael Bourguin, il a aussi une particularité, c'est qu'il a fait partie de l'équipe Cofidis, même s'il ne faisait pas du cyclisme sur route à l'époque. Et pour avoir un quota en plus, en 2012, Laurent Jalabert avait une bonne idée. Et oui, parce que on avait un souci avec les quotas, parce qu'on n'avait pas beaucoup de coureurs au départ, vu qu'on était mal classé au niveau UCI à l'époque. Et on n'avait pas le droit d'avoir des quotas supplémentaires, sauf si c'était un coureur qui faisait une autre épreuve, soit la piste, soit le VTT. Et il avait décidé de prendre Michael Bourguin pour le début de course, pour avoir un coureur en plus dans son effectif, qui avait donc participé à la course en ligne des Jeux de Londres 2012, remportée par Vinokourov, qui avait pris sa retraite quasiment juste après. Et 2012, c'est la dernière année de Michael Bourguin sur la piste. Voilà, du côté de cette carrière, grande carrière quand même, chez les pros. Enfin, chez les pros du côté de la piste. On va parler désormais de la météo. Pour parler de la météo, hop là, on va revenir sur notre magnifique carte du côté de la zone d'arrivée. Mais je ne vais pas pouvoir la voir. Voilà ma petite carte. Donc non, on ne reviendra pas sur la petite carte parce qu'elle ne veut pas vouloir s'afficher. Du côté de la météo, mauvais temps sur la course avec des orages de prévus, de la pluie, voire de la grêle, 70% de risque de pluie sur une grande partie de l'étape, un peu moins sur la fin, mais bon, ça reste quand même du 55-60%, donc on aura du mal à éviter la pluie. Température fraîche entre 18 et 20 degrés, et surtout particularité, le vent qui sera fort entre 25 et 45 km/h, un vent qui vient de l'ouest et sud-ouest, vraiment dans la zone de Boulogne, c'est-à-dire un vent qui peut provoquer des dégâts et des cassures à partir d'étapes. Donc il faudra faire très attention à partir d'étapes, ça risque d'être extrêmement tendu à partir de ce moment-là de la course. La stratégie, on aura une échappée, 3-4 coureurs max, peut-être même moins, parce que c'est vrai que la majorité
des difficultés et des carottes du parcours sprint intermédiaire classement de la montagne se situent quand même sur la fin de journée et sur la dernière heure et quart, 1h20 de course. Je pense qu'elle n'aura pas beaucoup d'avance, 2 minutes 33 minutes, en sachant qu'en plus ça va être compliqué de creuser de l'avance, vu que pendant les 3 quarts du parcours, eh bien, on aura du vent de face. Donc là aussi, il faut le prendre en compte. Je pense qu'elle sera reprise assez tôt, et ensuite on va avoir un peloton qui va être extrêmement tendu à partir de Montreuil, voire avant Montreuil, et ça risque de se désorganiser dans le final avec les différentes bosses. Je ne serais pas surpris qu'un coureur sorte juste après la bosse d'Outreau et qu'on n'arrive peut-être pas à revenir sur lui avec ce final assez technique. Du côté de mes favoris, je tente Van Der Poel, je tente Pogacar, qui pourrait tenter de s'isoler, mais je ne pense pas qu'il prendra tous les risques dans la descente d'Outreau. Je vois plutôt à l'arrivée. Par contre, un Thibaut Nice, lui, je pense qu'il sera en capacité de prendre des risques. Et en grosse cote, je tente Axel Laurens, parce que je mise quand même sur un sprint à l'arrivée. Mais j'aurais pu miser sur un Benelli. J'aurais pu également miser sur un Arnaud Delis. Mais bon, j'ai décidé plutôt de privilégier Axel Laurens pour ma grosse cote du jour. Programme télé, départ fictif à 12h15. Un départ fictif qui durera 20 minutes. À Arras, on sera à 180 km de l'arrivée entre 13h15 et 13h18. Pardon. Saint-Paul-sur-Ternoise, 139 km de l'arrivée entre 14h10 et 14h19. La côte de Cavron, Saint-Martin, 105 km de l'arrivée entre 14h57 et 15h11. Enoch, c'est à 55 km de l'arrivée. C'est à partir de là où ça va devenir très très intéressant avec le vent. Ça sera entre 16h06 et 16h27 pour une arrivée prévue entre 17h20 et 17h49. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!